Bonjour tout le monde et bienvenue à la troisième édition de la Readers and Translation Week Online. C'est notre semaine de relecteurs et traducteurs littéraires en ligne. Et pour cette édition, nous avons pour thème lire le monde et traduire la culture. Et pour cela, bien sûr, nous avons développé un certain nombre de thèmes pour vous durant toute cette semaine. Nous allons vous entretenir avec plusieurs échanges et c'est toujours avec plaisir que Acolyte vous offre ces programmes, essaye toujours d'œuvrer pour une littérature encore plus dynamique. Et voilà, nous avons aujourd'hui pour débuter ce mercredi 5 août 2026 un panel tout spécial, essentiellement constitué de poésie. Bien sûr, il y a aussi de la nouvelle et du roman. Là, mais rien de tel que d'ouvrir avec les auteurs quand on parle de lecture, de relecture et de traduction littéraire. Alors, pour aujourd'hui, autour du thème littérature, miroir des identités et passerelle entre les cultures, j'aurai autour de moi Angélique Leroy, la Marianne Joconde. Bonjour Angélique. Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. Je suis ravie de nouveau d'être là. Et c'est toujours un plaisir de voir, Angélique, chaque fois, ton sourire nous apporte un peu plus de lumière, autant que bien sûr tes idées. Et nous espérons bien sûr en profiter grandement tout au long de ces 90 minutes qui nous attendent. Donc, voilà, merci de prendre toujours de ton temps et d'être avec nous. Juste près d'elle, je vais aller dans le sens des aiguilles d'une montre, telle que présentée chez moi, Célestine Vera, qui est à Yaoundé. Bonjour Célestine. Bonjour monsieur et bonjour à tous. Très heureuse d'être parmi vous pour cette nouvelle aventure littéraire. Très heureux toujours de t'avoir et puis c'est toi qui écris Écoute. Alors aujourd'hui on est là pour t'écouter toi plutôt. Donc voilà, c'est ce qui va se produire. On va t'écouter aussi tout au long de ce programme et tu nous en diras tant sur les miroirs, bien sûr, et les identités, cette passerelle entre les cultures. Alors juste après toi, Jean-Pierre Noël Batoum. Toujours un immense plaisir de t'avoir, cher grand frère. Bonjour à toutes les panélistes. Bonjour surtout à Célestine que je rencontre pour la première fois. C'est un plaisir de retrouver Marianne, Michael. Merci à Jairus qui essaie de nous joindre. Voilà. J'espère apprendre beaucoup de ce panel si riche. Et bien sûr, on espère en apprendre autant de toi, pas de temps, ton univers est immense, donc on espère vraiment en apprendre aussi. Bienvenue Michael, bonjour. Bonsoir Monsieur Ray et bonsoir à tous qui me suivent via la page Acolyte. C'est toujours un plaisir de partager cette expérience autour de la littérature et ensemble, j'espère bien qu'on va non seulement les internautes, mais surtout ceux qui sont au-delà du miroir. D'accord. J'espère qu'avec la connexion ne nous fera pas défaut parce que là, elle est... Bon, bien sûr, Michael, le temps que tu t'ajustes très bien, nous recevons Jairus. Jairus, bonjour. Ton micro est coupé. Jairus, tu es avec nous? Le micro, il est coupé. Jairus, je crois que le micro est coupé. Jairus, le micro est toujours coupé. Bon, le temps que Jairus puisse ouvrir son micro ou alors ajuster ses outils, nous allons faire une brève présentation. Alors, Marianne, l'actualité aujourd'hui, Angélique, quelle est l'actualité d'Angélique Leroy?
Alors déjà, je vais vous dire, j'ai validé ma première année à l'université en art du spectacle. Et donc, Bah, super. voilà. Et en fait, ça va bien avec le thème, parce que les arts du spectacle, c'est les cultures du monde. Et cette année, en L2, j'aurai en plus le diplôme universitaire des humanités. Donc, voyez, on est en plein sujet. Mm. Donc, les arts, Ah, donc, c'est super. voilà. D'accord, c'est la preuve que beaucoup de choses grandissent. En même temps que l'artiste grandit, tout ça, c'est une très bonne nouvelle, chère Angélique. D'accord, c'est parfait. Et au niveau de l'écriture, alors quelles sont les prochaines surprises? Il y a pas mal de temps, tu as fait pas mal de spectacles, déjà pas mal de lectures poétiques, tu as bougé ici et là, et ta poésie, ton écriture, c'est bien partagé. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves dans la suite? Alors là, je suis en train d'écrire mon roman Ma Grande Biche, qui avance à grands pas, donc qui est un mélange autobiographique avec aussi conte philosophique. Enfin, ça va être plein de surprises, ça va être une nouvelle forme que je suis en train d'inventer en fait, en termes de style, et qui va poser beaucoup de questions sur l'humanité et aussi sur les intelligences multiples. Et actuellement, j'ai participé à un atelier d'écriture où en fait, j'ai écrit une nouvelle, un conte, un fragment et aussi un poème. Et donc, l'idée, c'était, dans un petit groupe, de pouvoir éditer un petit recueil en souvenir, donc qui ne sera pas à destination du public, mais qui va rester un petit peu, on va dire, un vestige d'écriture, d'un partage sur un cycle. Voilà. Ok, super, ça c'est parfait. Dans tous les cas, nous attendons ça avec grande impatience, en deux mots, bien sûr. À la fois, on sera patient, mais donc aussi. Donc voilà, merci de partager cela avec nous. Alors, Célestine, quelle est l'actualité, nouvelle prochaine parution? Ceci ne nous reçoit pas. Normalement, le réseau perturbe. Alors, on va directement vers toi. Quelle est l'actualité? Déjà, je sais que tu prépares beaucoup de choses, questions, écriture. Alors, à quoi on peut s'attendre ces derniers jours? Alors, moi, je suis d'abord en train de soigner une nouvelle édition de mon premier recueil de poèmes Yani dans une nouvelle maison d'édition parce que la première production était en rupture de stock et j'ai été encouragé à rééditer ce que je vais faire. Au niveau de l'écriture, bon, d'abord la parution, ça dépend de l'éditeur. Je crois que j'ai un recueil de poésie qui est déjà prêt, que je pense publier vers la fin de l'année. Ça dépend. Et surtout, j'ai un poème dédié à ma mère que je voudrais faire paraître en novembre à l'occasion de ses 10 ans de voyage vers le Père. Je vais voir encore comment ça va se faire. Bon, au niveau de l'écriture, d'abord de ce qui est déjà paru, je me réjouis de ce que le recueil de nouvelles, Le silence des hommes, fait son bonhomme de chemin. Il est sollicité et j'en suis flatté parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent autour de moi, ils écrivent, ils viennent chercher et ça me réjouit. Donc, au niveau de l'écriture, je continue dans le même sens. J'ai un projet d'écrire toujours pour aider à résolver le problème des violences, c'est-à-dire faciliter la communication entre les hommes et les femmes au niveau des relations sentimentales au sein des familles. J'essaie d'établir un dialogue pour que les uns et les autres se comprennent mieux. Voilà. Et je suis en train de m'essayer au roman. Déjà un qui est prêt, l'autre que je suis en train de rédiger, mais ce sera l'affaire, le poème des éditeurs. C'est eux qui vont donner le calendrier pour la publication. Voilà.
qu'ils attendent, ce qu'ils pensent de... Ok, étant donné qu'ils ont démontré déjà qu'ils pensent qu'ils attendent de toi, donc voilà, on peut tous avec grand intérêt. Alors, Michael Limba, comment se porte la littérature, les activités? Comment ça va de ton côté? Quelle est l'actualité? Bon, Qu'est-ce que tu veux? c'est toujours aujourd'hui. Actuellement, je suis à la sortie de mon je ne peux pas. Je suis à l'activité de l'IAB. Il y a un micro qui est ouvert, est-ce que ça pouvait être éteint? Il y a aussi des activités de l'IAB que je ne peux pas. Dans les différentes villes, que ce soit Yaoundé, également au nord, et spécialement aussi du côté de Ngaoundéré et bien d'autres. D'accord, d'accord. Michael, tu es toujours avec nous? Oui, je suis avec vous. Ok, d'accord, c'est très bien pour cette actualité. Ok, nous suivrons aussi tout cela. Alors, Jairus, tu es de retour. Comment ça va? Tu peux ouvrir ton micro et nous parler un peu de ton actualité, des dernières nouvelles sur ton activité. Oui, d'accord. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Et d'abord, désolé pour le désagrément. Le réseau perturbe. Raison pour laquelle vous me- Pardon? Oui, je disais que c'est le réseau qui perturbe. Alors, du coup, en ce qui concerne mes activités, je suis actuellement dans la rédaction d'une nouvelle intitulée La vie en écaille. Certes, je suis en vacances, mais je m'occupe un peu sur cette nouvelle afin d'envoyer dans une maison d'édition d'ici la fin de ce mois. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et aussi, je suis en quête aussi de certaines figures féminines, parce que chez moi, en République centrafricaine, j'aimerais écrire une œuvre qui valorise ces figures. Donc, je vais de temps en temps rencontrer ces figures et recueillir certaines informations pour mon œuvre. Donc, c'est ce qu'il y a comme activité. Mais en tout cas, c'est la routine. C'est la routine, je suis là. Mais ça va. Ok, Si c'est parfait. Oui, nous avons... Et je crois que maintenant, nous pouvons cette RTWO, sa troisième édition, bien sûr, même si on l'a déjà fait. Mais là, maintenant, on l'ouvre solennellement. Alors, lire le monde, traduire la culture, ça c'est le thème général. Miroir des identités et passerelle entre les cultures. Alors, je vais commencer par toi, Angélique. Déjà, alors, quel est le reflet déjà, toi, quand tu es face à la littérature, déjà de ce que tu as pu lire, à part ce que tu as pu écrire, de ce que tu as pu lire, et déjà, pour toi, reflète comment tu as perçu le reflet de la culture, des identités dans l'écriture des autres, déjà, avant de nous parler de la tienne, mais dans l'écriture des autres, comment toi, tu as pu percevoir le reflet des identités? Alors, merci pour la question. Alors, en fait, je vais être un peu atypique dans ma réponse parce que quand on est atypique, on va pas forcément voir un reflet tout de suite puisque on va être dans sa perception du monde avant de voir qu'il existe d'autres perceptions. Donc, ça veut dire que c'est un processus qui prend du temps. C'est-à-dire que déjà, il faut se connaître soi et ensuite connaître les différences pour savoir comment on s'imbrique dans cette différence, pour comprendre les subtilités. Donc la littérature, si vous voulez, pour moi, comme il y a plusieurs degrés de compréhension, dont les contes, d'ailleurs, parce que récemment j'ai fait une formation sur les contes. Les contes, on a plusieurs degrés de compréhension.
Donc souvent, on va comprendre le premier degré, mais on ne va pas forcément comprendre tous les degrés. La littérature, c'est un peu la même chose. Donc pour détecter les identités, il faut aussi avoir une connaissance. Et donc cette année, comme je le disais, donc je suis en art du spectacle, et donc on a des lectures. Et avec ces lectures, on étudie aussi les contextes historiques. Et pour comprendre complètement une œuvre, si on n'a pas le contexte historique, justement, on n'accède pas à l'identité. C'est-à-dire qu'on va être un petit peu dans sa bulle à comprendre ce qu'on connaît, mais pas forcément à accéder à ce qu'on ne connaît pas. Donc, c'est très important de se nourrir de ce qui ne nous ressemble pas forcément, déjà d'une part, et d'autre part, d'étudier le contexte d'écriture, aussi bien le pays dans lequel ça a été fait, mais aussi est-ce que ce pays a été traversé par de multiples identités pour en avoir fait autre chose. Parce que récemment, j'ai vu que, par exemple, les Mille et une nuits, c'est un excellent exemple. Les Mille et une nuits, c'est persan, mais ensuite, ça a été réadapté par la culture arabe. Et ça a redonné autre chose. Donc là, on peut parler d'un syncrétisme pluriculturel. Oui, Marianne, toujours avec nous? Oui. D'accord, merci déjà d'avoir donné ce premier aperçu qui est très intéressant. Justement, je viens vers toi directement, Padre, avec la question du contexte. Alors, Angélique a parlé de ces contextes qui sont traversés par une multiplicité d'identités. Alors, le contexte, très souvent, on le met en avant pour justifier quelque chose, parfois peut-être pour se dédouaner de certaines autres choses que l'on va produire, que l'on va écrire. Alors, toi, depuis ta position, comment vis-tu les contextes d'écriture? Commençons par cela. Mettons d'abord de côté le contexte historique, le contexte d'écriture. Comment toi tu le vis justement pour qu'une identité puisse être perçue par l'autre comme telle? Alors, je vais répondre en deux temps. D'abord, comme écrivain, je crois que moi, je considère que la culture est comme l'encre dans laquelle l'auteur plonge la pointe de son cœur pour écrire. Même si tout de suite n'apparaissent pas des signes de son contexte, mais pour quelqu'un, si on va en profondeur, on va toujours percevoir qu'il y a des traces d'identité. Il me vient à l'esprit, je crois, un texte de Le monde s'effondre de Chinua Achebe. Bon, mais quand je l'ai lu, il y a quand même beaucoup d'années. Alors, il y avait une expression, on parlait des enfants urbanjés. Bon, qu'on avait des difficultés à comprendre, mais sauf que, je crois que c'est dans le roman, il y a quand même beaucoup d'années, j'étais tout adolescent. Il était question de ces enfants qu'on appelle dans notre culture, nous, ceux qui montent dans les fils, donc les enfants qui sont un peu double sorciers. Alors, je crois que ce contexte permet chaque fois de savoir que l'auteur qui écrit n'écrit pas, ne se trouve dans un contexte lunaire. C'est toujours circonscrit et le lecteur, dans le deuxième point, doit voyager pour pouvoir rejoindre l'auteur dans son contexte afin de le comprendre. Parce que même si une œuvre a plusieurs possibilités de lecture, ce serait quand même bien de comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Mais on ne peut pas comprendre ce que l'auteur a voulu dire si on ne tient pas compte de son contexte d'écriture. C'est compliqué. Et je crois que c'est à partir de là que la culture commence à jouer. Et si on lit 2 ou 3 fois le même auteur, c'est possible qu'on commence à saisir son identité. Voilà. Ok, très bien. Ça, c'est déjà pour cette entame. C'est très intéressant de pouvoir d'arriver à cerner cette identité. Et Jairus, Angélique a parlé de culture aussi. Et donc, il faut naturellement de la culture pour pouvoir accéder
à une identité. Sur ce plan, comment ton écriture, toi maintenant, je te pose la question en tant qu'auteur, comment ton écriture sur ce plan se situe au niveau de la culture pour que le lecteur, ou alors oui, que le lecteur puisse pleinement recevoir ou bien accéder à ton identité. Alors, comment tu sais ton écriture pour que le lecteur puisse accéder à cette identité qui est si chère aujourd'hui à chaque auteur? Alors, en tant qu'auteur, je pourrais dire d'abord, l'écriture est le miroir de l'écrivain. Et aussi, à travers l'écrivain, l'auteur pourra découvrir sa culture. Moi, en tant qu'écrivain, lorsque l'auteur découvre, je pourrais dire ma culture, c'est à travers tout ce que je mets en valeur, tout ce qui concerne ma culture, mon environnement en quelque sorte, mon environnement et tout ce qui concerne ma société. Du coup, j'utilise plusieurs aspects. Tels que dans mon recueil poétique, j'ai fait mention de la langue sango, qui n'est pas vraiment connue partout et qui est d'abord un aspect culturel en moi. Et du coup, dans le recueil poétique, j'ai parlé de sango, j'ai fait un poème en sango. Et si l'auteur tombe sur ça, il va faire sa recherche, c'est quelle langue. Et dès qu'il tombe sur ce poème, il verra la traduction en bas. Et c'est aussi une manière pour moi de valoriser ma culture. Mais je ne reste pas statique sur ma culture parce que je suis face à plusieurs auteurs de différentes cultures. Je ne dois pas vraiment privilégier ma culture. Mais à travers aussi mes écrits, le lecteur pourra mieux me découvrir que je suis de telle culture. Le nécessaire n'est pas vraiment de faire promouvoir sa culture, mais d'être au centre, parce que c'est le rôle de l'écrivain. L'écrivain doit être au centre, il ne doit pas vraiment valoriser sa culture. Donc, c'est ce que je fais de mon côté pour montrer aux gens ma culture. D'accord, très bien. Merci. Oui, tout à fait, parce que justement, quand tu as parlé du sango, que tu vas introduire, c'est pour partager, bien naturellement, avec les autres, une racine plutôt profonde de ta terre, et ainsi ils pourront, comme c'est connu, d'ailleurs on a fait des recherches sur des hamburgers, des sushis, des sandwichs, de ceci, de cela, donc faire toutes ces recherches aussi et aller à la découverte. Justement, Célestine, je viens vers toi quand il s'agit de découverte. Aujourd'hui, quand on parle d'identité, on a un peu plus l'impression qu'on parle de quelque chose que l'on va revendiquer. Déjà, pourquoi, selon toi, aujourd'hui, on en est à revendiquer une identité? Toi, en tant qu'écrivaine, est-ce que ton écriture, tu revendiques une identité ou alors tout simplement, tu vas communiquer dans ce sens? Alors, quel est chez toi ce processus? Est-ce qu'il y a une nécessité de revendication d'identité des gens? Célestine? Oui, vous me suivez? Vous me suivez? Oui, c'est OK. D'accord. Okay, oui. Je pense que dans l'écriture, l'écrivain, si je prends le cas de l'écrivain africain particulièrement, il n'a pas à revendiquer une quelconque culture. Il doit plutôt s'approprier de sa propre culture. Et c'est peut-être ça qui fait le petit vice parce que Jacob a dit tout à l'heure là que nos livres sont parsemés des autres cultures qui viennent influencer nos écrits. Et je suis d'accord avec eux parce que beaucoup d'écrivains veulent à tout prix épouser la culture qui vient d'ailleurs, surtout la culture occidentale, parce que justement, on a été visité par celle-là. Et on a délaissé en quelque sorte notre culture à nous, alors qu'on devrait d'abord s'approprier de notre culture. Maintenant qu'on s'en est approprié, on peut mieux offrir aux autres ce qui est la nôtre et ce qui va faire notre richesse et notre différence. Et quand les différences vont s'associer, elles vont davantage enrichir et elles vont faire une grande diversité dans la culture.
Donc, pour moi, il est question de s'approprier de notre culture et mieux la valoriser au lieu de vouloir revendiquer ce qui ne nous appartient pas. Parce que, quoi qu'on nous fassions, chacun est influencé par sa culture, par son environnement, qui rend chaque écrivain riche dans ce qu'il produit comme livre. Et à force de nous lire, donc, chacun pourra voir à travers ce miroir ce que l'autre propose dans le contexte dans lequel il évolue. Donc, c'est ce que moi je pense, il est question d'abord de s'approprier, de valoriser, avant même de penser à une quelconque revendication. Très bien, merci beaucoup Célestine. S'approprier, Michael, aujourd'hui, quand on parle de littérature, justement, on demande de s'approprier d'abord son environnement avant de chercher autre chose, parce qu'il y a un certain complexe à l'écriture qui a été présenté par Célestine, celui de vouloir écrire plutôt la culture des autres. Alors, s'approprier son environnement, est-ce que c'est la chose la plus aisée? Et déjà, à Michael? À l'heure de la mondialisation, oui, vas-y. Vous êtes avec moi? Bien sûr, à l'heure de la mondialisation et d'autres cultures, on ne saurait dire il faut faire barrière à la langue française, à la langue anglaise. Ce qu'il faut à l'heure actuelle, c'est se dire quelle est mon véritable identité. Est-ce mon identité est, par exemple, un Africain? Est-ce que je porte l'identité africaine? Est-ce que je porte une identité européenne? Est-ce que je porte la voix de ma culture? Je pense que c'est d'ailleurs le paradigme vers lequel nous devons d'autant plus nous converger. Et justement, grâce à cette littérature-là, on retrouve aujourd'hui, il y a plusieurs cultures qui se retrouvent. Justement, la littérature devient donc comme un passerelle, comme un pont entre les cultures, justement. Quand on lit, par exemple, l'œuvre Gouma Djimeya, par exemple, La foi inébranlable de Douala Mangabé, qui au départ a été écrit en langue douala et traduit plus tard en français. Donc, les Français, en lisant justement l'œuvre Gouma Djimeya ou La foi inébranlable de Douala Mangabé, se retrouvent avec la langue douala et en dessous, on retrouve également la langue française. Donc, pour moi, on pourrait rejeter la langue qu'on a déjà héritée de par la colonisation et tout ce qui va avec, mais nous devons plutôt vivre avec, mais porter notre identité, et ça se voit dans plusieurs écrits. Il y a des écrivains, par exemple, tu peux voir par exemple comme l'œuvre de Les Impatients de Djed Ahmad Amal, où on retrouve dans son livre également des dialectes. Il y a d'autres écrivains également dans les ouvrages, on retrouve des dialectes, et c'est aussi un moment, une opportunité pour l'écrivain de faire découvrir également sa langue qui fait partie de sa culture. Il y a également d'autres ouvrages comme par exemple le successeur de Jean Grégoire que j'ai eu le plaisir de lire il y a cela quelques temps. Donc j'ai retrouvé également la tradition babiliquée. J'ai retrouvé également comment se passe la succession, comment on évolue, comment on choisit par exemple un chef. Donc déjà à partir du moment où je l'ai lu et que le livre est par exemple partout dans le monde, c'est déjà pour moi un pont qui transmet comme un miroir, parce que justement, à travers la culture qui est mise dans le livre, d'autres personnes qui sont de l'autre côté, ou c'est lui-même qui n'appartient, par exemple, n'appartient pas à la culture dénommée, peut apprendre quelque chose de nouveau. Donc pour moi, la littérature, effectivement, est un miroir des identités et passerelle entre les cultures, et on doit vivre avec eux, avec les langues dont on a hérité, mais surtout vivre avec notre identité, ne pas laisser notre identité, utiliser notre identité pour faire parler de nous, pour écrire, pour passer un message, que ce soit en langue française, que ce soit en langue douala, que ce soit en bami, en foufoudé, etc. Très bien, merci Michael. Et je vais profiter pour prendre, étant donné ce que tu as, en fait, ton propos, je vais prendre cette réaction, cette question de Hermine qui nous suit. Bonjour Hermine.
Mais est-ce qu'il faut s'enfermer complètement dans sa culture pour démontrer son identité? Marianne, je compte, Angélique, je te passe la question en premier. Alors, est-ce qu'il faut s'enfermer complètement dans sa culture pour arriver à démontrer son identité? Alors, c'est une excellente question et c'est un petit peu ce que je cherche aussi. Hein. Je me questionne toujours sur cette question d'identité, même à travers ma poésie qui parle de moi avec mes néologismes, ma façon de respirer, ma façon de faire, parce qu'en fait, la poésie, c'est la vie, c'est pas uniquement de l'écrit, c'est aussi la façon dont on va l'interpréter qui va aussi donner cette identité. Et donc, quand j'ai choisi la Marianne Joconde, c'est parce qu'il y a une identité française, certes, derrière, par rapport au fait que la Joconde est en France, au niveau du Louvre, mais elle a un rayonnement international. C'est-à-dire que quand elle vous regarde, elle ne cherche pas de savoir d'où vous êtes, elle vous regarde. Voilà, donc elle vous contemple, je dirais. Et la Marianne, c'est celle qui est militante, qui va revendiquer des libertés, qui peut être aussi un exemple, une inspiration de se dire qu'en fait, la liberté, c'est d'être soi. La liberté d'être différent, la liberté de se dire que moi, personnellement, dans l'écriture de mon livre actuellement, je peux pas me dire je me sens complètement française. Parce que dans l'environnement dans lequel j'ai toujours vécu, je vis dans une cité, c'est cosmopolite. Donc, j'ai vécu dans un univers cosmopolite que je ne peux pas ignorer. C'est-à-dire, je peux pas me dire, bon, bah, tout le monde était comme moi, ce n'est pas le cas. J'ai été entourée de diverses cultures qui ont façonné aussi mon identité, dans lequel je ne renie pas mes racines. Je vais parler de mes origines picardes, ou je vais parler un petit peu du dialecte que j'entendais, ce que je ne le pratique pas, mais de certains mots qui m'ont marqué. Mais dans un même temps, je vais aussi m'inspirer de tout ce qui a fait que je suis la Marianne Joconde, c'est-à-dire ce côté universel, c'est-à-dire que les cultures qui sont autour de nous, on ne peut pas les ignorer. Elles ont forcément une influence indirecte sur notre identité. Et moi, je me considère comme une héritière du monde. D'ailleurs, je me suis appelée Miss Monde dans mon recueil éponyme, pas parce que je me sens dans une mégalomanie en tant que personnage ou allégorie poétique, mais parce que j'estime qu'en fait, rien n'est plus beau que de se nourrir justement des cultures sans se restreindre à la sienne. C'est-à-dire d'avoir cette ouverture. Quand tout à l'heure je parlais de syncrétisme tout à l'heure, c'est ce côté où on mélange les choses pour donner encore autre chose, parce que tout ce qu'on aime, on pioche, on glane, et on se l'approprie. On reprend l'appropriation tout à l'heure. La Marianne Joconde, je me la suis appropriée. La Marianne, vous en avez une image. La Joconde, vous en avez une autre image. Et moi, ce que j'en ai fait de cette association, c'est une autre image avec mon identité. Quand vous voyez la Marianne Joconde, vous vous dites pas c'est la Marianne et la Joconde. Vous vous dites c'est Angélique Leroy qui est la Marianne Joconde. D'accord. Merci. Et bien sûr, avec sourire pour terminer ce propos, toujours ce magnifique sourire qui justement me fait venir vers toi, Padre, pour rester sur cette question d'univers cosmopolite. Voilà, nous avons tout cet univers que nous embrassons au quotidien, qui est la nôtre levée, qui est la nôtre couchée, avec lequel on s'endort. Alors, l'écrivain qui est face à tout cela, est-ce que déjà il vit une égalité d'identité? Est-ce qu'on peut déjà dire, Michael soulevait le complexe justement de certaines plumes et l'autre, Célestine aussi, quant à cette écriture que l'on voudra toujours occidentale, quand on est d'ici, on se dit que c'est peut-être celle-là qui marchera, c'est tout avoir les référents des autres. Alors, déjà, toi en tant qu'auteur, est-ce que tu vis une égalité d'identité? Est-ce que tu te poses déjà la question, toi, de l'égalité des identités? Je crois que tout dépend d'abord de ce pourquoi on est entré en littérature, ce pourquoi on prend la plume. Alors, si on prend la plume parce qu'on voudrait vendre ce qu'on va écrire, on va chercher
le marché qui nous convient. Et on va faire en sorte que on soit, entre guillemets, le plus universel possible. Pendant que j'écoutais les uns les autres, je vais le souligner, il m'est venu dans l'esprit une interview de Saint Ben Ousmane que j'ai lu quelque part il y a quelque temps. On lui posait la question de savoir est-ce que, lorsqu'il produit ses films ou bien ses œuvres, il tient compte des étrangers du monde occidental pour qu'ils comprennent ce qu'il dit. Mais il ne se préoccupe pas de savoir s'il est suivi ou pas. Il écrit d'abord pour un public. Alors, si cette attitude est synonyme de renfermement sur soi, je ne suis pas sûr parce que il y a un universalisme qui risque d'être une manière de se diluer, de diluer son identité. Alors, parce que je crois d'abord que la culture, c'est toute une vision du monde. Moi, l'effort que je fais comme écrivain, j'ai deux possibilités pour souligner ma culture, soit l'usage des expressions de ma langue ou des langues de mon environnement camerounais. Et dans ce cas, le français est juste un véhicule où je peux mettre du plantain, tout ce que je veux. Et donc, j'écris le bassin en français. Donc, voilà ces deux possibilités. Soit j'utilise des expressions, soit de langues, ou alors j'écris le camerounais en français. Dans un cas comme dans l'autre, ma préoccupation est d'abord de faire en sorte que le public camerounais et africain qui me lit puisse se retrouver. Maintenant, c'est en le faisant, en étant propriétaire, ou bien comme disait Célestine, en m'appropriant ma culture, en étant stable dans mon identité, c'est ainsi que je m'ouvre aux autres. On ne peut pas aller, comme disait Senghor, à la rencontre des cultures en étant personne. Il faut d'abord être soi. Donc moi, je crois que si c'est important de cette ouverture, mais pour moi, cette ouverture n'est possible que si je suis en pleine possession de mon identité. C'est ça qui me permet de comprendre et de voir même qu'en réalité, au-delà des expressions, tout, au niveau du Cameroun, au niveau de l'Afrique, l'humanité est une. Mais je ne veux pas le dire de façon péremptoire ou bien parce que tout le monde le dit, mais ce sera d'expérience. Voilà. D'accord, très bien. Ce sera d'expérience. Je vais prendre cette proposition de Pierrette, qui est une écrivaine bien sûr camerounaise. Je vais prendre cette remarque. La littérature est un espace de liberté où se transmettent des identités individuelles et collectives. C'est dépasser les frontières géographiques, linguistiques et s'inscrire dans un interculturel fertile. C'est au contact de l'autre qu'on affine sa propre conscience. Je vais prendre la dernière phrase. C'est au contact de l'autre qu'on affine sa propre conscience. Alors, le contact de l'autre nous met aussi au contact de sa langue. Célestine, est-ce que la langue, déjà, parlons un peu de cette passerelle entre les cultures, est-ce que la langue étrangère, est-ce que les langues étrangères sont suffisamment outillées pour véhiculer les individualités locales? Dans ton cas, par exemple, est-ce que lorsque tu écris et tu vas mettre en avant ton identité, ta culture, est-ce que les mots que tu utilises, tu les trouves suffisamment forts pour exprimer et transmettre ce que tu ressens, ce que tu vis, ce qui se passe autour de toi? Oui, justement, loin de moi de dire que les langues que nous utilisons, les langues officielles que nous utilisons sont des langues pauvres, dans le sens de vouloir exprimer, comme tu disais tantôt, ce que nous ressentons, ce que nous percevons dans nos cultures, dans nos traditions. L'autre intervenant disait tantôt là qu'il n'est pas question de rejeter la langue française ou la langue anglaise. Non. Elles sont justement des véhicules que nous utilisons pour transmettre nos histoires, notre vécu. Mais il peut arriver que on ne trouve pas toujours les mots qui sont vraiment, qui ont tout leur pesant d'or
dans le sens de vouloir exprimer ce que nous vivons. Il y a des termes dans nos langues et cultures qui expriment certains sentiments et qu'on ne parvient pas toujours à trouver dans la langue française en voulant exprimer exactement ce sentiment tel qu'on les perçoit. Donc, ça peut arriver effectivement qu'en voulant traduire, en voulant faire connaître, en voulant miroiter aux autres ce que nous vivons dans notre culture, on ne trouve pas toujours les mots justes. Mais il y a toujours une passerelle, il y a toujours un autre moyen de pouvoir trouver une solution à cela. Et je rebondis en disant tantôt, quand l'étonné qui a posé la question, moi je vais ajouter en disant que il faut être riche de soi pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Comme on dit souvent, il vaut mieux connaître, il est toujours bon de connaître d'où on vient pour savoir d'où on va. Et quand je suis riche de ma culture et de mes traditions, j'ai quelque chose à proposer aux autres. Parce que quand on va à la rencontre de l'autre et qu'on est pauvre en soi-même, on ne fait que recevoir, mais on n'aura rien de consistant à proposer. Donc, il est bien que dans la rencontre de l'autre, pour mieux affiner notre conscience et notre soi, notre plume, il vaut mieux avoir quelque chose dans l'échange. C'est-à-dire que je reçois de l'autre, de sa culture, je m'enrichis et moi également, j'ai quelque chose à proposer. Et pour avoir quelque chose à proposer, je vais m'appuyer, je vais puiser dans ce que je suis, dans mon moi, dans ma culture, ce qui fait mon essence même. Alors, il est bon de toujours connaître ses origines, son essence, sa culture, et ça nous permet d'être lourd en termes de matière et d'avoir quelque chose de mieux à proposer au monde. Donc, je pense que les autres langues n'ont pas toujours exactement le mot juste qu'on voudrait utiliser à ceux qui nous lisent ce que nous voulons leur faire ressentir concernant notre culture. D'accord, Pierre. Célestine. D'accord, Célestine. Avant de prendre la préoccupation de Lucien Aïssi Noah, j'ai cette question pour toi. Je reste avec toi, Célestine. Est-ce que ce n'est pas faute de s'être bien renseigné ou cultivé sur sa propre culture, sur sa propre langue, qu'on n'arrive pas à dire les choses dans la langue de l'autre? Oui, c'est très possible. C'est une possibilité très grande parce que c'est un regret qu'on émet de plus en plus. On se cultive de moins en moins dans nos cultures. On apprend de moins en moins parce qu'on estime qu'elles sont moins valorisées ou alors elles ont moins de valeur que les autres cultures. Donc, ce que tu dis est vraiment pertinent. De plus en plus, nous apprenons moins de nos cultures. D'autant plus que ce qu'on appelle les grandes bibliothèques de l'Afrique sont en train de brûler, entre guillemets, au fil des années. Et on ne prend pas le temps d'aller s'abreuver au pied de ces grands arbres-là ou de ces grandes bibliothèques-là pour mieux nous enrichir de notre culture. À partir même de la langue, à partir des rites, à partir des coutumes, on ne veut plus vraiment apprendre parce que pour nous, bon, mon père disait là tantôt, c'est pas vendable. On se dit que c'est pas ce qui va nous permettre de sortir la tête de l'eau. Donc, on s'intéresse beaucoup plus à ce qui est moderne, ultra moderne même. Et on met de côté notre culture et on s'appauvrit. La question que tu poses, elle est profonde parce que plus on s'éloigne de notre culture, plus on se rend compte qu'on est en train de s'appauvrir. Et avant de s'enrichir de la culture de l'autre, il faut d'abord que nous puissions être très ancrés dans notre propre culture. Très bien, merci. Et être ancré dans sa culture, ça me ramène vers toi, Jairus. Toi qui as écrit un texte en Sango, et la préoccupation de Lucien Aïssi Noah, oui, justement, va dans ce sens-là. Est-ce que la charge émotionnelle, la charge identitaire qu'il y a dans ton texte en Sango, quand tu écris en Sango, dis-nous, est-ce que tu te sens pareil que lorsque tu écris en français?
Bon, d'abord, quand j'écris en sango, je ne me sens pas vraiment pareil quand j'écris en français. Parce qu'il y a certains mots que je dégage en sango que je ne peux pas aussi dégager en français. D'abord, quand j'utilise les expressions sango, c'est pour permettre aux gens de ma culture d'abord, de me comprendre, de comprendre la profondeur de ma pensée. Et du coup, cet aspect n'est pas déjà une source de division c'est pas une source de division, mais c'est que j'aimerais attirer l'attention de mon peuple parce que le livre, ma culture sur mon peuple, c'est en quête d'antidote. Mon peuple était blessé et je voulais les pour les Centrafricains. Du coup, raison pour laquelle j'ai écrit en sango pour faire comprendre à ces gens, parce que lorsque j'écris en français, vous voyez qu'ils ne vont pas vraiment comprendre la profondeur de mes pensées. Mais si je fais le contraire, ça sera si facile. Et je me sentais vraiment, j'étais dans l'émotion en écrivant cela parce que ce sont les mots qui viennent directement. J'ai appris nulle part. Mais par contre, en français, je vais essayer de modifier et de voir comment faire. Mais par contre, en sango, je les utilise. Je les utilise d'une manière sèche, d'une manière brutale, afin que ces gens puissent comprendre qu'ils sont en train de s'égarer pour qu'ils puissent retourner sur les rails. Donc, c'était ma conception. Et aussi, l'écrivain ne doit pas s'arrêter à ce niveau avant d'écrire, il doit voir aussi l'intérêt général. Si le livre concerne l'intérêt général, il doit voir aussi cet aspect pour ne pas mettre une barrière face aux autres cultures. Donc, c'était mon ambition et je l'ai réalisé. Mais en ce qui concerne d'autres œuvres, moi, je fais de mon mieux pour être ouvert à d'autres cultures. Parce que c'est le rôle de l'écrivain. Le rôle de l'écrivain, être ouvert à d'autres cultures et aussi se mettre à la place des autres. Parce qu'on ne veut pas écrire comme ça dans l'émotion. Avant d'écrire, on doit se mettre à la place des autres et se dire, est-ce que ce que je suis en train d'écrire touche les autres et est-ce que ça va vraiment les changer? Donc, avant que l'écrivain puisse s'asseoir, il doit vérifier ces paramètres. D'accord. D'accord, je te savais qu'un très grand intérêt. Et là, je me pose cette autre question. Le public qui te reçoit en sango, je veux dire, quand tu écris en sango, tu écris pour un public bien précis. Alors, quelles sont tes attentes du côté concernant les personnes qui, elles, ne lisent pas, ne comprennent pas le sango? Quelles sont tes attentes par rapport à ces personnes? Est-ce que, comme Ngugi wa Thiong'o, tu vas traduire tes textes en français pour qu'ils puissent te recevoir? Jairus, je suis toujours avec toi. Oui, je ne vous suis pas bien. Oui, ce que je demande, c'est est-ce que tu vas traduire tes textes en français, comme Ngugi wa Thiong'o traduisait du Kikuyu vers l'anglais, pour que les autres puissent les recevoir? Alors, quelles sont tes attentes par rapport à ce public-là? Est-ce que tu vas faire cet exercice en sango? Tu as un public particulier qui est limité à une certaine région. Bien sûr, je vais traduire ce texte. Oui, je pense même traduire ce texte parce que déjà, le livre est en deux langues. Il y a d'abord le français et le sango. Et là, je n'ai pas besoin de traduction parce que en bas de ce texte en sango, j'ai fait une synthèse en français pour que les gens qui ne comprennent pas sango puissent bien mâcher mes idées. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire en bas de chaque texte en sango. J'ai fait une synthèse en français pour permettre à mes lecteurs qui ne sont pas de ma société ou qui ne sont pas encore de la société ciblée de comprendre ce que j'ai avancé comme mot, comme blessure. D'accord. C'est vrai que sur la question de la synthèse, j'ai quelque chose à te demander, mais bon, on va prolonger la discussion. Cette question-là plus tard pour prendre
pour le moment, nous allons prendre cette question plutôt de Burel Stéphane Konda, qui demande si l'identité littéraire est source de division ou de rapprochement des peuples. Justement, allons-y, quand on parle de passerelle, une passerelle, bien sûr, c'est un pont, il va falloir passer d'un point à l'autre et chacun est investi de sa propre identité, de sa propre culture. Et justement, comme dans la cité de Marianne, de la Marianne Joconde, il y a cet univers cosmopolite. Alors, les gens viennent chargés de 1000 cultures à la fois. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Est-ce que les peuples se rapprochent ou plutôt ils se divisent? Et ça va rejoindre la question de l'égalité des identités. Est-ce qu'on a même déjà la même charge quand on se retrouve face à une identité qu'on va dire étrangère? Et la question, justement, Michael, je viens vers toi pour commencer avec cette question. Est-ce que c'est une source de rapprochement ou alors de division? La question d'identité en littérature. Voilà, je ne saurais dire pratiquement que l'identité littéraire est une source de division, mais par contre, je peux accorder du crédit en disant que l'identité littéraire, autant pour moi, est plutôt une source de rapprochement des peuples, dans la mesure où, par exemple, prenons un cas palpable. Nous avons par exemple l'œuvre Quand les racines chantent de Daniel Iyango, justement, qui à travers son ouvrage nous parle justement de sa culture, et dans sa culture, elle est relatée en français. Mais est-ce que nous devons par là dire par exemple que grâce à sa plume, grâce à son identité littéraire, c'est une source de division? Non. Mais par contre, elle contribue à sa manière de faire découvrir sa culture. Elle contribue à sa manière également de rapprocher son peuple, son public, qui, par exemple, qui entendent la langue Douala, qui entendent également d'autres langues. Et grâce, par exemple, il y a d'autres ouvrages, par exemple, qui parlent du Ngondo, qui parlent de comment on célèbre le Ngondo. Et l'auteur, forcément, ici, qui utilise sa plume pour parler de la culture Ngondo, qui parle de la culture chez les Sawa, qui parle de la culture chez les Douala. Pour moi, c'est plutôt un atout, une source de rapprochement pour les peuples au lieu d'une source de division. Il y a plusieurs ouvrages justement qui évoquent le cas par exemple du volet culturel, comme je l'ai dit, l'œuvre Quand les racines chantent de Daniel Iyango. Il y a d'autres ouvrages également des auteurs qui parlent de la pratique par exemple du Gondo. Il y a d'autres cultures également qui parlent par exemple ma peau de misère de Doubla, Adam Doubla également, qui évoque le côté culturel, mais aussi qui torche du doigt la réalité qui se vit du côté du Septentrion, par exemple. Donc, pour moi, grâce à la lecture de ces ouvrages-là, ça t'apporte un plus que ça sème la division. Pour moi, ça a un côté plus rassembleur qu'un côté division. D'accord, merci beaucoup Michael. Cette intervention de Michael, couplée à d'autres idées qui viennent là, me pousse à te demander ceci, justement, quand on écrit, dans la recherche, toujours dans le sens de la question de Burel Stéphane Konda, quand on écrit, parfois au niveau de la quête d'un éditeur, on demande de retirer certains éléments culturels, on demande de réduire une certaine charge identitaire, une certaine charge culturelle, une certaine expression culturelle même. Bien sûr, ça je vais le dire, à un certain moment, pour justement quand les racines chantent de Daniel Iyango, cité par Michael tout à l'heure, certains éditeurs avaient demandé de retirer les parties en Douala. Alors, Padre, est-ce que le rapprochement, il est toujours, est-ce que cette division-là, justement, cet éloignement, cette réduction des autres identités ne pousse pas aussi, ne laisse pas aussi sous-entendre une sorte de division quand on va se mettre à s'ouvrir au monde, par exemple? Je réponds en bon Camerounais en posant des questions. Lorsque le prêtre roumain Constant Vigui Gheorghiu écrit de la 25e heure à l'heure éternelle en roumain, est-ce qu'il pense d'abord à l'Africain que je suis? Lorsque Dostoïevski écrit Les Frères Karamazov en russe, est-ce qu'il pense d'abord à l'Africain que je suis? C'est parce que ceux qui ont lu en roumain, ceux qui ont lu en russe ont été touchés
qu'ils éprouvent le besoin de traduire, donc de faire en sorte que quelqu'un d'autre puisse lire ces textes. Cette introduction, c'est pour dire que nous ne nous rendons même pas compte, nous qui sommes africains, de ce que nous nous posons ces questions parce que nous avons fini par nous convaincre que les langues européennes sont les langues de l'universalité. C'est une conviction. On pense que pour être universel, il faudrait qu'on s'exprime. Alors, renversons la machine. Si, au départ, avant que, je sais pas quoi, Alfred de Vigny écrive, ce soit tout mon grand-père qui écrive en bassa, est-ce que ce serait posé la question de savoir s'il y a des Français? On serait arrivé plutôt au niveau de la traduction. C'est-à-dire que plus une œuvre est ancrée culturellement, conceptuellement, plus cette œuvre s'ouvre aux autres. Moi, je ne pense pas que c'est parce que tout de suite, je vais chercher, parce qu'il y a du factice là-dedans. Si je voudrais tout de suite que tout le monde me lise, finalement, personne ne va être concerné par ce que j'écris. Mais c'est parce qu'il y a une identité, il y a une personne qui se présente aux autres, que les autres vont chercher à connaître qui est cette personne, dans sa langue, dans sa manière de s'exprimer. Même lorsque je prends un exemple, nous arrivons, je vis une expérience, j'ai vécu une expérience à Rome, il y a beaucoup d'années, où nous étions 200 étudiants presque du monde entier, et nous avions comme langue commune l'italien. Chacun de nous avait, disons, sa langue de base, pour nous les Camerounais, français, anglais, et les autres n'avaient que le coréen. Alors, mais il fallait qu'on puisse communiquer. Avant que les uns les autres on comprenne ou bien maîtrisent l'italien, quelle est la préoccupation? C'est de communiquer. Est-ce que je ne veux pas entrer en contact avec le coréen tant que je ne comprends pas le coréen? C'est petit à petit qu'on va apprendre que bon, quand je fais tel si, ça signifie telle chose. Avec les quelques mots italiens qu'on connaissait, lorsque je dis telle parole à ma langue, ça signifie telle chose en italien. C'est petit à petit qu'on s'ouvre à l'universel. Mais ce n'est pas en gommant son identité, ce n'est pas en gommant sa manière de voir, sa manière de penser qu'on s'ouvre à l'universel. Ça devient du factice, ça devient, on met de la peinture pour attirer la clientèle. On manque d'originalité, on manque, enfin je veux dire, on manque d'authenticité. Et là, moi, je ne sais pas, je me pose des questions. Ce que j'ai dit dès le départ, c'est pourquoi on s'engage en littérature. Si c'est pour vendre, c'est quelque chose, c'est autre chose. Mais si c'est pour communiquer, mais je peux d'abord communiquer en la langue que je comprends. Un autre exemple, pour prendre les langues européennes. Toujours ce groupe de séminaristes, nous allons en Autriche. Il y a un Roumain qui parle allemand, italien et français. C'est lui qui fait le pont entre nous, les Italiens comme on s'appelait, et les Allemands. Donc, mais chacun de nous commençait d'abord par s'exprimer par la langue qu'il maîtrisait. Et maintenant, l'autre faisait le pont. Et c'est pour cela que s'il y a un traducteur, mais le traducteur ne traduit que parce qu'il a trouvé d'abord un intérêt dans la culture qui est la sienne. Il s'est dit, mais si ce livre est important pour moi, il peut être important pour les autres et je fais faire le voyage, je permets, j'établis un pont. Je fais en sorte que quelqu'un puisse passer de sa langue à la langue de l'autre. Donc, l'identité littéraire ne peut pas être sous division. Parce que si on le pense, ça veut dire qu'il faut gommer l'identité. Mais si on gomme l'identité, on gomme la personne. Et il n'y a plus de rapprochement. Et là, nous allons vers une autre dictature culturelle, littéraire. Très intéressant, patron, toujours, c'est très intéressant de suivre tout ça. Et Marianne Joconde, justement, je viens vers toi avec cette particularité qui est la tienne, ce côté atypique que tu présentes. Quels sont tes challenges à toi quand il faut que tu t'exprimes? Parce que dans tes textes, on le ressent, même dans tes performances,
poétique, on ressent ta personnalité, on ressent ta vie. Alors, ce côté atypique, quels sont les challenges qu'il a déjà rencontrés? Est-ce qu'il t'a souvent été demandé de faire ta poésie comme les autres? Ah, je te remercie pour cette question. En fait, déjà, je parle de mes troubles de langage, puisque j'ai pas réussi à parler comme je vous parle aujourd'hui. Ça a demandé beaucoup de temps. Et c'est vrai que quand on apprend à parler, à l'époque, on appelait ça l'imagerie, pour tout ce qui est remédiation cognitive, c'est-à-dire qu'on fait du syllabique pour pouvoir entendre des sons et l'associer à une image. Et donc, aujourd'hui, on parle beaucoup du langage des oiseaux pour s'imaginer un son. Est-ce que ce son est un homophone? Est-ce que celui-ci peut donner autre chose que de la façon dont on le voit ou dans la façon dont on l'entend? Et pour moi, c'est très naturel parce que c'est aussi comme ça que j'apprends à parler. Donc, dans mon imaginaire, quand je m'exprime, c'est beaucoup d'images. Dans mon fonctionnement, on va dire au niveau du cerveau, j'ai plus attrait à l'image dans un premier temps avant la parole. Donc, mon challenge, c'est comment j'arrive à exprimer au monde mon imaginaire qui est vraiment illimité, en fait, avec des mots. Donc, j'ai commencé à faire avec le langage des oiseaux. C'est-à-dire l'avantage de pouvoir dire plusieurs choses avec juste un mot. Et c'est là où la poésie est belle, c'est-à-dire que la poésie, là où elle peut avoir un côté universel, c'est ce que toi tu as vu ou entendu va créer des identités multiples et aussi des intelligences multiples, parce que par rapport à notre expérience, on aura compris quelque chose, on aura peut-être ressenti autre chose, et donc ça veut dire aussi qu'on ne peut pas avoir qu'une seule interprétation. Et pour revenir à la traduction, effectivement, quelqu'un qui traduit un texte va le faire par rapport à ce qu'il connaît, à ce qu'il ressent, à ce qu'il accorde de l'importance et de la valeur. Et selon les traductions, on ne va pas forcément comprendre la même chose. Et parfois, effectivement, il peut y avoir une barrière dans la langue parce que culturellement, il y a des choses qui se font dans certains espaces, ce n'est pas dans d'autres. Donc, il faut s'imaginer qu'au sein d'une même culture, il y a des intelligences multiples et que même au sein d'une culture, on ne se comprend pas tous à 100%. Donc, si on ne se comprend pas tous à 100%, il faut trouver d'autres moyens pour se comprendre. Et c'est aussi pour ça que je me suis intéressée à l'art-thérapie, parce que l'art-thérapie, ce n'est pas uniquement des mots, ce n'est pas la façon forcément dont je vais raconter l'histoire, c'est aussi un processus. Et mes poésies sont un processus. C'est-à-dire qu'à force d'écrire, je me révèle. Tout ce que je n'arrivais pas à dire avant a permis d'organiser ma pensée et aussi à affirmer mon identité, mais jamais à calquer les autres. C'est-à-dire que je m'inspire parce que moi, tout ce que je trouve comme bonne idée, je ne vais pas le rejeter, je vais le recycler, parce que pour moi, c'est comme ça qu'on fait aussi véhiculer une certaine transmission. C'est-à-dire, c'est un hommage, c'est quelque chose qui nous touche, mais à la fois, je garde mon identité pour dire, quand on m'entend, quand on voit mon écriture, on sait que c'est moi. D'accord. Et justement, et ça c'est ça qui est le plus beau dans toute cette histoire. Quand on entend ou bien quand on voit mon écriture, quand on parle de moi, on sait que c'est moi. Et ça, c'est très important. Alors, voilà pour ceux qui nous rejoignent, c'est le premier échange de cette 3e édition de la Readers and Translators Week Online. Donc, c'est la semaine du relecteur, du traducteur et du traducteur littéraire, essentiellement en ligne, bien sûr. Et pour ce premier, le thème général déjà, c'est lire le monde, traduire la culture. Et le thème du jour, c'est littérature, miroir des identités et passerelle entre les cultures. Et bien sûr, pour en parler, nous avons Angélique Leroy, Célestine Bella-Jairus, Journal qui reviendra, Jean-Pierre Noël Batum, Michael Nemba. Et cela fait déjà 1 heure que nous sommes là et bien sûr, vos contributions en commentaire nous aident à mûrir cet échange. Parlons de passerelle.
maintenant la passerelle en elle-même, ou alors du voyage le long de cette passerelle, Michael? On a l'impression que quand on parle de passerelle entre les cultures, c'est surtout la minorité ou alors la culture jugée mineure qui doit faire le mouvement vers l'autre. Parce qu'à aucun cas, on ne dira ce Français, il se prend pour un Camerounais ou bien il se prend pour un Centrafricain. On dira toujours ce Camerounais se prend pour un Français. Alors, ce transfert de culture ou alors ce voyage, cette communication, cette passerelle, comment l'établir de telle sorte qu'il puisse y avoir égalité des identités. Tout à l'heure, je crois, c'est justement Lucien Aïssinoa qui parlait de cette charge identitaire. Est-ce que la charge identitaire en Douala équivaut à une charge identitaire en français? Est-ce qu'on peut avoir la même importance des deux côtés? Ou alors, comme l'actualité ou la pratique le démontre au quotidien, il y a beaucoup plus de ceux qui vont du côté de jugés minoritaires vers les autres. Alors, comment peut-on travailler à déjà briser cette question de supériorité et infériorité dans les esprits? Concernant l'identité, bien sûr. Ok, déjà, vous avez bien aimé votre chute. Vous avez justement dit il faut briser. D'ailleurs, dès l'entrée, il faut d'abord savoir que aucune culture n'est minoritaire, mais par contre, c'est la productivité de la culture qui fait en sorte qu'on ne parle pas de la culture. Donc, du coup, pour moi, c'est l'absence de la productivité dans la mesure où si on parvient à écrire ou à transmettre, par exemple, en langue douala, en fulbe, en douala, en bami, en français, en anglais, quel est le taux de productivité des ouvrages écrits en langue? Et maintenant, si par exemple, prenons le cas palpable de la culture japonaise qui a justement importé à travers les mangas, qu'on voit justement à travers les œuvres justement qui mettent dedans la culture japonaise. Maintenant, le taux de productivité de manga, par exemple, qui est d'ailleurs visionné, apprécié par plusieurs personnes, mais au-delà de la traduction en elle-même, il est caché au fond justement des messages. De même, par exemple, l'équilibre entre le livre qui est écrit, par exemple, en fulbe, qui, par exemple, utilise à la fois la langue française pour mistiger, pour mettre dedans également la langue fulbe, et on verra que le taux, par exemple, de la langue fulbe est minoritaire par rapport au taux de la langue française. Pourquoi? Parce que la personne se sent mieux, par exemple, en écrivant en français. Mais cela n'est pas justement des voies et moyens pour montrer justement qu'on n'utilise pas la langue fulbe. Mais il faudrait davantage requérir de personnes, former des personnes, par exemple, qui parviendront justement à écrire, que ce soit en langue ewondo, que ce soit en langue douala, etc. Maintenant, le problème aussi, c'est qu'il y a souvent ce qu'on appelle la charge. Justement, au niveau de la charge, on ne saurait parler de la charge sans parler de vibration. L'énergie, par exemple, de la langue qui est en douala, justement, la pièce théâtrale qu'il a évoquée, de par sa question, Kumajemeya, par exemple, traduit en français, la foi inébranlable de Douala Mangabé, qui au départ était écrit en français. Maintenant, qui au départ était écrit en douala, autant pour moi. Maintenant, est-ce que la traduction en langue française a la même charge et la même vibration quand on lit en douala et quand on lit en français? C'est effectif, c'est un déphasage. On ne saurait avoir la même énergie, mais on essaie de retranscrire en quelque sorte comment on fait l'intronisation, par exemple, comment on fait l'intronisation des chefs chez les douala à travers justement la pièce théâtrale de Douala Mangabé. J'ai appris, bien n'étant pas douala, j'ai appris comment on fait l'intronisation des rois en douala. Maintenant, dans l'œuvre, par exemple, le successeur que j'ai évoqué, chez Loka, par exemple, on parle de l'intronisation, la délégation, la désignation, par exemple, du chef chez les Bami. À travers son livre, Jean-Grégoire, justement, Teta, évoque également le sujet. Maintenant, combien de personnes parlent de leur culture? Combien de personnes parlent de leur identité? Moi, par exemple, au-delà de ma culture, par exemple, il est pratiquement impossible en tant que chrétien, né par exemple depuis le bas âge jusqu'à l'âge où j'ai actuellement,
de retrouver mon ouvrage où on ne va pas voir le nom de Dieu ou Seigneur. C'est pratiquement impossible parce que justement, l'influence de la culture que tu mets, ça permet justement de faire découvrir ton identité, de passer un message à tous ceux qui peuvent s'identifier à toi. L'impatience, par exemple, au niveau de rétention, je parle au niveau de rétention, les impatientes de Djaïli Amadou Amal, par exemple, il y a les dialectes. Maintenant, plusieurs personnes voient, par exemple, 5000 exemplaires vendus ou 1 million d'exemplaires vendus, etc. Peut-être des autres ouvrages, des best-sellers, des auteurs best-sellers. Si déjà 1000 personnes ont lu le Fulbe, ça dit Mounial signifie patience, déjà, c'est déjà un message transmis. Maintenant, quel est le taux, le pourcentage des personnes qui utilisent justement le dialecte dans leurs ouvrages pour transmettre leur culture? Un Français, par exemple, qui écrit son ouvrage, est-ce qu'il va d'autant plus mettre en avant son quotidien, mettre en avant son identité ou mettre l'identité africaine en avant? Donc, de même, c'est pour ça que le livre n'est rien d'autre que l'image qu'un écrivain a décidé d'écrire à travers son livre, c'est quoi on vit. Donc, l'Africain, en écrivant, il est influencé d'abord dans sa culture. Il n'y a aucune culture qui est minoritaire, mais c'est le taux de productivité des documents ou des ouvrages qui va d'autant plus véhiculer le message sur la culture qui est en baisse. Donc, un message justement à tous ceux qui écrivent sur la culturelle, par exemple, dans cette part-là. D'accord, Michael. Bien sûr, là, maintenant, il va falloir... J'aimerais qu'on regarde la chose sous un autre angle maintenant. Célestine, tu es enseignante de langue, par exemple. Tu es aussi enseignante de langue. Alors, la langue, nous ne parlons peut-être pas la même langue. Les cultures ne parlent peut-être pas la même langue. Les littératures ne parlent peut-être pas la même langue. Mais est-ce que le langage, maintenant, n'est pas ce qui pourrait poser un problème? Est-ce que le langage n'est pas une source de division ou alors de supériorité, infériorité, ou alors d'une sorte d'impérialisme même littéraire quand on voit certaines choses? Est-ce qu'il n'y a pas, à l'époque, il y a eu bannissement, il y a eu interdiction, il y a eu ralentissement aujourd'hui, ou il y a même frustration? Est-ce que ce n'est pas une question de langage? Est-ce qu'on parle le même langage déjà quand il s'agit d'identité, de culture en littérature aujourd'hui? N'est-ce pas là le nœud du problème, Célestine, la question du langage? Célestine, ton micro est fermé. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est OK. C'est bon là? C'est bon, oui, c'est bon. Je disais donc tantôt que, oui, effectivement, le langage est le véhicule que empruntent les messages. Toutes les cultures dans le monde, pour s'exprimer, utilisent le langage. Et le message, pour être transmis, il peut être transmis de façon orale ou de façon écrite. Et quelle qu'en soit la façon dont le message est transmis, on va utiliser le langage. Et la question que tu poses, je crois que nos autorités, notre gouvernement concernant l'éducation, s'en est rendu compte, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le langage est capital dans la transmission des valeurs. Et justement, à une certaine époque, à une certaine période de notre marche vers l'indépendance, et même dans les premières années de l'indépendance de notre pays, on a voulu faire comprendre, ou alors on a voulu imposer aux populations, au peuple, d'autres langues, leur faisant croire que celles-là sont justement elles sont plus fortes, elles sont empreintes de plus de valeur, et on a fait taire nos langues. Et je crois que, après avoir pris conscience de ça, l'État a remis dans les programmes d'enseignement l'enseignement des langues nationales, parce que j'étais toujours à préciser que le français et l'anglais sont des langues officielles. Et nos langues dans notre pays sont des langues nationales qui ne sont pas moins valeureuses que le français ou l'anglais. Elles ont toutes la même valeur. Sauf qu'à un moment, certaines ont comme délaissé au profit de nos langues officielles.
comme je disais tantôt, à une époque, on empêchait même les enfants de s'exprimer en leur langue dans l'enceinte de l'établissement parce qu'on estimait que cette langue nationale les empêchait de mieux acquérir le savoir et les savoirs de l'éducation. Mais je crois qu'aujourd'hui, cela est en train d'être corrigé. On est en train d'enseigner dans les écoles les langues nationales et pour l'instant, de façon expérimentale, on a, selon les quatre aires culturelles, on a le Fulfulde, dans le littoral, on a le Sawa et dans l'ouest, on a le Fefe. Donc, je pense qu'avec l'évolution des choses, d'ici 5 ou 10 ans, beaucoup d'enfants ou alors beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains, je crois que d'autres pays font la même chose. Ils sont peut-être même plus avancés que nous. Parce que quand on regarde le Sénégal, leur langue, je crois qu'ils sont plus avancés sur ce plan-là. Donc, je crois que si on remet au centre l'enseignement et la pratique de nos langues, notre littérature va prendre un coup vers l'avant, un coup positif. Parce que, comme tu as dit, quand on maîtrise sa langue, on peut mieux passer le message qu'on voudrait que les gens apprennent. Moi, par exemple, j'ai fait une petite expérience dans mes salles de classe. Je me suis rendu compte que les élèves qui maîtrisent mieux leur langue, par exemple, les enfants qui viennent des périphéries, de la ville, qui viennent des coins reculés, qui viennent des zones rurales, quand les enfants arrivent ici, dans la capitale, et que vous les entretenez, vous les éduquez, vous les instruisez, ces enfants qui maîtrisent mieux leur langue s'en sortent très bien en français, s'en sortent très bien en mathématiques. Parce qu'on s'est rendu compte que ces enfants-là font comme s'ils traduisaient d'abord ce qu'ils ont compris en français, ils le traduisent en leur langue, et maintenant, ils obtiennent facilement la solution en français. Donc, je pense que la question de la langue ou alors du langage doit être davantage débattue pour que les productions, qu'elles soient littéraires, qu'elles soient scientifiques, soient adaptées d'abord à notre localité, à notre environnement, à nos réalités même. Et on aura beaucoup plus à offrir à d'autres cultures qui viendront nous lire. Parce que comme le père disait, quand on lit un livre, quand on lit un auteur, à travers son œuvre, on peut déjà savoir. Moi, par exemple, quand je lis, notre palestine a évoqué le livre de Jamaï avec les impatientes. Quand on la lit, sans même la connaître, on peut déjà imaginer d'où sont ses origines. Et vous voyez que elle a écrit ces livres-là en s'appuyant sur ses origines et les autres ont vu en ça une richesse. Conséquence, aujourd'hui, ces livres sont traduits en minimum 5 langues. Parce qu'on a vu en ces livres qui se sont appuyés, qui se sont enrichis des réalités de notre pays, on a vu en ça quelque chose de bien, quelque chose de bon. Et la langue, le contexte camerounais n'a pas empêché les autres de pouvoir traduire ces livres en leur langue. Donc, on vous dit que c'est une preuve que la langue n'est pas une barrière. Mais quand on s'exprime bien en notre langue ou alors en nos cultures, en nous inspirant de nos cultures, on peut mieux offrir aux autres. Donc, la question de la langue, je pense qu'au-delà même des pratiques comme celles que nous sommes en train de faire là, des promotions littéraires comme celles que nous sommes en train de faire là, je pense que nos gouvernements sont en train de prendre cela à bras le corps pour que dans 5-10 ans, ce ne soit plus vraiment une question problématique. Merci. Et c'est intéressant justement qu'on puisse, dès le bas âge déjà, pouvoir situer dans le monde, d'abord dans ce monde, ensuite voir comment migrer vers celui des autres en étant pleinement investi du sien. Je vais revenir sur la question du langage avec toi, Padre. Est-ce qu'on parle le même langage? Est-ce qu'il est déjà possible de parler le même langage? Et maintenant, toutes les luttes d'influence autour de la littérature concernant l'identité et la culture sont axées sur le langage. Alors, chaque événement a ses codes.
Chaque terre a ses codes, chaque culture, chaque identité, chaque individu même développe ses propres codes. Alors, quel langage pour une culture, j'ai envie de dire, commune? Quel langage? Justement, moi, j'aime la question. Dans une même culture, dans une même langue, on ne se comprend pas toujours facilement. Parce que le problème n'est donc pas au fond la langue ni le langage, mais le souci de communication, donc de compréhension. Ce qui devrait être la base, ça veut dire que lorsque je m'exprime en langue bassa et en m'adressant au bassa, il faudrait que j'ai le souci de me faire comprendre. La même chose, lorsque je pense en bassa et que j'écrive en français, il faut que j'ai le même souci de vouloir me faire comprendre du lectorat francophone, tout en conservant ma manière de penser. Or, si je n'arrive pas à transmettre, à exprimer, à rendre compréhensible ma manière de penser, que je peux parler toutes les langues du monde, on va toujours me poser la même question. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, il y a ce problème. Et ensuite, maintenant, il y a ce qu'il nous faut une déprogrammation. Parce que moi, je reviens toujours à cela. Le problème se pose aujourd'hui, par exemple, pour nous, Africains, c'est parce qu'il y a eu un colonialisme linguistique et même de la pensée. Moi, on n'arrive même pas à se rendre compte qu'il faut d'abord une déprogrammation. Imaginons, et si je maîtrise, mais imaginons qu'au Cameroun, par exemple, tout le monde commence à parler le Mboko Tok, de la période de Maga. Ou alors peut-être il est compliqué, le franglais de nos jeunes. Mais moi, je crois que, c'est curieux, lorsque les Camerounais parlent dans la rue, même moi qui ne comprends pas de pidgin, je comprends. Alors, imagine donc on commence à écrire. Alors, il n'est pas difficile comme on pense d'avoir une langue nationale et même une langue officielle issue de nos langues nationales. C'est la chose la plus simple, la plus facile. Alors, et je me permets, le tout c'est, et Mike disait tout à l'heure, c'est la productivité. Maintenant, c'est d'abord la consommation. Parce que je crois qu'on produit à la hauteur de la consommation. Si je sais qu'il y a 1000 personnes qui peuvent lire mon roman en Bokotok, je vais écrire. Mais si je sais qu'il n'y a que 5 personnes et par contre 1000 qui vont lire en français, ben, évidemment, je vais écrire en français. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir le regard positif de Célestine sur l'action du gouvernement. Mais je crois que si moi, Matoum, j'étais capable d'écrire en Bokotok ou bien en franglais, je vous dis que c'est ce que j'utiliserais comme langue. Parce que pour moi, l'ambition, c'est d'abord conquérir au moins les 25 millions de lecteurs potentiels camerounais. S'ils sont conquis, c'est sûr qu'autour, il y aura au moins 5 millions d'Africains du centre et ainsi de suite. Parce que pour moi, c'est une illusion de vouloir tout de suite aller conquérir à l'étranger. Parce que lorsque nos écrivains sont plébiscités à l'étranger et n'ont pas d'influence sur le pays ni sur le continent, on ne les connaît pas. Et du coup, nous sommes toujours en train de ramer. On a l'impression que c'est nous qui sommes les premiers à agir, alors qu'il y a toute une histoire. Mais c'est une histoire qui est comme importée. Nous sommes en train de parler tout à l'heure de Djaïli. Combien d'entre nous connaissaient Djaïli? Et pourtant, son œuvre mondiale existe depuis. Mais il a fallu qu'il y ait un prix Goncourt des lycées, qu'il y ait de la communication pour que tout le monde puisse... Mais ça veut dire qu'il faut toujours comme un coup de pouce de l'ailleurs. Mais parce que ici, la consommation n'est pas là. Et c'est pour ça que pour chuter, moi, je crois qu'il nous faut, oui, consommer d'abord ce qui est produit, consommer ce qui est produit. Et il y a beaucoup d'Africains qui écrivent et il faudrait que les Africains disent les Africains. Ensuite, qu'on produise pour les Africains. Et ainsi, petit à petit, nous allons avoir une littérature à la dimension de l'Afrique. Il y a des questions qui ne vont plus se poser. On va plus se poser des questions d'identité, de passé, tout et tout. On va se comprendre. Lorsque les Africains se rencontrent à l'étranger,
sans même connaître la langue réciproque, ils se comprennent. Parce qu'ils se considèrent d'abord comme venant d'un même monde. Ensuite, maintenant, chacun commence à trouver le moyen de se faire comprendre de l'autre. Il ne faut pas croire que c'est la mer à boire. Non, non, c'est même pas la mer à traverser, parce que c'est pas seulement à boire. C'est même pas la mer à traverser. C'est juste une décision à prendre et dire désormais, moi j'écris, comme moi j'essaie de le faire pour le moment, j'écris le Bassa en français. De façon que celui qui maîtrise le Bassa, quand il lit mon français, il se dit, mais le gars, c'est un Camerounais. C'est ce que j'essaie de faire. Donc, épouser la culture des Camerounais autour de moi et transformer ça, passer ça en français. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Badré. Justement, c'est une autre ouverture, justement, parce que je me rappelle quand ton recueil de poésie, Yanni, est mis en circulation, et il y a justement eu cette question. Yanni déjà proposé quelque chose qui se comprenne simplement, rentre un peu dans toutes ces langues, et puis qui ait un sens direct. Et là, graduellement, on voit comment le public va le prendre et commencer à le consommer. Et donc, la question de consommation est primordiale, elle est vitale. Et quand on parle de langage, là, je vais un peu suivre la remarque de notre cher ami Lucien ici. Quand on parle bien sûr, nous connaissons la définition de la langue, nous connaissons la définition du langage, mais sortons un peu de ce que le dictionnaire dit et rentrons dans les questions de valeur. Quand vous écrivez, ce que l'on recherche le plus, je vais aussi m'appuyer sur la critique qu'Afro Livresque a livré, qui est disponible sur YouTube, du livre de Blaise Dalla, L'équation avant la nuit. Et bien sûr, où il est question, bien sûr, d'un Congolais qui va être avec une femme blanche, et puis c'est la femme blanche qui va être, donc, en fait, la race blanche est surdominante là, dans le texte. La question de la langue, on va la quitter pour retourner justement à celle du langage. Quel est le langage de Blaise Dalla dans tout ceci? La langue, c'est ce que tout le monde va lire, c'est ce qui va apparaître. Mais qu'est-ce qui n'apparaît pas? Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a dans le fond? On questionnera toujours. Quand on parle, c'est une sorte de mouvement intérieur et qui va dire une certaine intention ou intentionnalité, peu importe ce que l'on veut. Donc, c'est ce que les gens sont allés questionner plutôt que, parce qu'à un moment, il est question, est-ce qu'il a bien écrit? Est-ce que la langue est accessible? Est-ce que la langue est ouverte? Bien sûr qu'elle va l'être. Mais maintenant, autre chose va transparaître. Et c'est cette autre chose-là qu'on cherche. Et on vous dira, on ne parle pas le même langage. Et ça, on l'entend de plus en plus, chers amis. Nous ne parlons pas le même langage. On est bien sûr en train de communiquer dans la même langage, dans la même langue, mais le même langage, on ne l'a pas. Donc, on va s'appuyer là-dessus pour vous dire que vous êtes différents. Je vais prendre le cas d'Angélique qui est avec nous. Quand Angélique vient s'exprimer, elle apporte tout d'elle, mais il y a des personnes qui vont refuser de recevoir. Pas parce que sa langue n'est pas optimale, sa langue, elle a appris à la façonner, mais à la façonner selon sa personnalité, selon son identité, selon son originalité, ce qui est très cher à Jean-Pierre Noël Batum. Et à ce moment, c'est là que des divisions ou des concessions vont se faire. Est-ce qu'on l'accepte, est-ce qu'on ne l'accepte pas? Donc, nous arrivons toujours à un point où la question de la passerelle va être qu'est-ce que l'autre il m'apporte? Mais comme l'éducation de qualité, c'est toujours quelque chose qui est un peu plus ciblé vers l'Afrique. C'est nous qui devons faire l'effort de marcher un peu vers l'autre côté. C'est Angélique qui doit faire l'effort d'aller ressembler aux autres parce que les autres, ils ont leur confort et bien sûr, il faut aller le rejoindre. Alors, quand on parle de ce langage, et c'est lui maintenant qui est de plus en plus exprimé, si bien que les langues sont en train de perdre, j'ai envie de dire Dieu merci, de leur valeur première à l'écoute. C'est beaucoup plus le langage qu'on suit là maintenant, bien sûr, vu que c'est cet intérieur qui va donner naissance à une certaine langue. Et quand cette langue va épouser ce qu'il y a, on a parlé tout à l'heure, Hermine parlait de littérature ciblée, suite au commentaire de Vianli qui disait « Les lecteurs disent merci à tous les auteurs qui injectent leur culture précisément dans leur langue, dans leurs œuvres. Lire, c'est apprendre de l'autre. Sortir bredouille linguistiquement parlant d'un livre, c'est avoir perdu son temps. Et bien sûr, la réaction de Hermine à ce commentaire, c'était donc une littérature ciblée. Et je crois que c'était la suite à cela. La littérature, elle sera toujours ciblée. Le côté universel, bien sûr,
qui ne concerne que l'Afrique en majorité, et ça je le soutiens avec tous les exemples qui nous entourent, va être, commence à véritablement battre de l'aile, et ce qui est tant mieux, je veux dire. Donc la littérature sera toujours ciblée. Les langues nationales, bien sûr, il faut les mettre en pratique. Mais dans le cas du Cameroun, on reconnaît, Célestine, que c'est un véritable casse-tête. Pour qui va lire quoi, qui va lire qui va lire comment, et qui va déjà apprendre, retourner à l'école de la grammaire de telle ou telle autre langue. Donc, il y a tout ça, ce n'est pas impossible, mais la productivité, Michael, la qualité, il faut la travailler, la consommation aussi. Donc, nous arrivons au thème, malheureusement, de ce programme. Je vais dire heureusement aussi, parce que les esprits vont continuer à travailler. Alors, nous allons faire un dernier tour. Je commence par toi, Marianne. Non, Marianne, je vais finir avec ton sourire plutôt, parce que là, je crois que je partirai on bouclera sur la note de ton sourire. Alors, Michael, littérature, miroir des identités et passerelle entre les cultures. Qu'est-ce qu'on peut tirer, selon toi, aujourd'hui, de cet état? Pour moi, il est crucial de faire ce qu'on a et partir de ce qu'on est pour transmettre, pour laisser une identité et un héritage. Dans la littérature, pour moi, c'est un miroir des identités et partager les cultures. Donc, grâce à la littérature, on peut se retrouver. Grâce à la littérature, on peut d'autant plus se déléguer, se transmettre, se retrouver dans de l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre terroir. Donc, moi, c'était une très belle thématique qui nous a réussi et je suis très fier d'avoir partagé et d'avoir également appris et pas les autres. Donc, moi, je suis très ému parce que l'heure actuelle, la question identitaire est cruciale, la question de culture est également très importante, mais la chose la plus particulière et la chose la plus équanime, c'est la littérature qui nous réunit. Donc, utilisons notre identité, utilisons notre culture pour transmettre, pour consommer notre culture. Très bien. Merci beaucoup, Michael. Merci. Ça, c'est dit avec beaucoup de sagesse. Et encore merci. Célestine, alors, nos langues, nos valeurs, nos cultures, comment, qu'est-ce qu'on retient pour être vraiment optimal dans son écriture, pour proposer de soi à l'autre? Qu'est-ce qu'on retient de ceci, de toute cette passerelle? Oui, je pense qu'on peut retenir que... oui, vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Vous m'entendez? Oui, c'est OK. OK. Je disais tantôt qu'on peut retenir de ce thème que nous devons nous appuyer sur nos identités. Elles sont capitales, elles sont même très capitales pour des belles productions et pour faire voir au monde entier ce que nous sommes d'abord et ce que nous proposons à tout ce qu'on peut avoir comme problématique concernant notre société ou nos différentes sociétés d'ici et d'ailleurs. Et également, à travers dans cette littérature, elles serviront pour nous de passerelle pour aller d'un coin du monde à un autre, pour apprendre des uns et des autres, des cultures des uns et des autres. Donc la littérature est vraiment une très belle passerelle et un très beau miroir pour que chacun puisse se voir, puisse se regarder lui-même, puisse regarder sa culture en face, pour un monde meilleur, pourquoi pas. Merci beaucoup. D'accord. C'était un très bel échange. Merci d'avoir porté toute cette prière. On a été à l'école. OK, donc ça. Aujourd'hui, les cultures, les identités, je sais que l'authenticité était très chère. Alors, cette originalité, comment l'exprimer de façon, j'ai envie de dire, universelle, un mot qui ne te sied pas beaucoup? Non, mais ça me convient. Ça me convient parce que d'abord, il n'y a pas de littérature possible sans la culture.
Parce que la culture est comme cet humus dans lequel l'écrivain prend source, se nourrit. Et maintenant, la littérature devient comme une navicelle qui permet de partager avec les autres des grains d'humanité, des grains de soi qu'on est. C'est-à-dire que l'essentiel pour moi, c'est de savoir que je ne peux pas être universel si je ne suis pas moi. C'est mon identité qui est gage de mon universalité. Et la littérature, justement, est cette, comment dire, oui, cette navicelle, cet appareil, ce véhicule qui me permet de communiquer avec les autres. C'est frappant que Afin de Millet parle de la bouteille à la mer et que justement, j'ai constaté, j'ai fait la même chose. La plupart des poèmes, nous avons toujours du mal d'une autre. Un poème où on parle de bouteille à la mer parce qu'on se dit, ben, c'est la graine qu'on sème et on sait qu'un jour ça va atteindre le monde entier, mais en partant d'un lieu précis. Alors merci à chacun et à chacune pour cet échange vraiment riche en couleurs culturelles et identitaires. C'est pas, c'est une belle note. Alors, Angélique, toujours aussi lune, aussi soleil. Moi, j'adore ton sourire, je te le dis déjà comme ça. Alors, comment on va, toi, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui aux autres de cette conversion de différence en diversité pour faire un monde plus riche? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Mon langage est devenu le slam, la lame de mon âme. L'excalibur face à des murs, qui tapent allure et avec allure, à verser chaque larme à ses mots. Ce sont mes défauts, les maudits mots, les non-dits pour mes mots. C'est un extrait de ce que j'avais écrit sans savoir qu'on allait faire ce thème. Et en fait, l'art-thérapie, c'est aussi utiliser les médias artistiques pour aussi transférer d'autres choses qu'avec les mots. Et c'est aussi ça la force de l'art. C'est-à-dire la force de l'art, c'est cette universalité qui nous réunit à travers l'esthétique parfois, mais pas que. Il y a aussi le conceptuel. Et c'est ça aussi qui peut nous réunir, c'est-à-dire à travers ce qui nous rassemble dans les savoir-faire. Ok, ça c'est juste parfait et bravo déjà pour ces VR que tu nous as offert si bellement. Et merci encore, merci à vous tous, merci à Jarvis aussi qui n'a pas pu rester pour d'autres raisons et qui étaient tout aussi importantes. Et merci à vous qui nous avez suivis et qui êtes toujours là et qui continuez de soutenir, de porter la littérature avec vos observations, avec vos remarques, Lucien, Hermine, le groupe Bienli, Pierrette, naturellement Pauline, tout le monde qui était là, Burel, Stéphane, Christian William. Alors voilà, je vous dis grand merci. Nous vous remercions de toujours être là, de nous suivre, de continuer à partager nos informations. Nous continuons demain parce que c'est toute la semaine bien sûr, pour la RTWO a commencé mercredi et bien sûr elle va s'achever dimanche. Donc demain, soyez ciblés sur la page Acolyte. Facebook, vous pouvez aller sur LinkedIn aussi et vous aurez toutes les informations, elles seront publiées, il y aura des mises à jour. Et pour suivre ceci, je laisse le travail à Pauline Ogono, c'est elle qui va mettre en ligne tout ce que nous faisons. Donc ce sera disponible sur YouTube dès ce soir ou au plus tard demain matin, mais comme Pauline ne dort jamais, c'est certainement dès ce soir. Donc voilà, merci à tout le monde qui nous suit. Demain, nous poursuivons avec un autre panel, un autre thème, mais toujours la même qualité des échanges. Bonne soirée à tous.